Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Entretien. Nous avons le réel plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous Monsieur Rufin Mawassa Nzinga. Il est écrivain. Aujourd'hui, nous allons échanger autour de son ouvrage intitulé Cours d'entrepreneuriat, manuel de l'enseignant. Monsieur Rufin Nzinga, bonjour. Bonjour, Monsieur Axel. Un réel plaisir pour moi de vous recevoir ici, dans nos antennes. Votre première impression par rapport à ce nouveau numéro? Je suis agréablement surpris. J'ai toujours utilisé cette avenue des ambassadeurs. Je n'avais jamais su qu'il y avait d'aussi beaux bureaux ici à l'intérieur. Et en mettant pour la première fois mes pieds ici, je suis vraiment agréablement surpris et félicitations. Merci beaucoup. Nous rappelons pour vous, chers téléspectateurs, que nous avons reçu M. Rufin Mawassa Nzinga. Il est écrivain. Nous allons échanger autour de son ouvrage intitulé Cours d'entrepreneuriat, manuel de l'enseignant. D'abord, pour ceux-là qui ne vous connaissent pas, qui est M. Rufin Mawassa Nzinga? Bon, je ne suis qu'un simple chercheur à la direction matériel didactique de l'EPST. Centre de recherche et de diffusion de l'information. Ok, vous êtes auteur du livre d'entrepreneuriat manuel de l'enseignant. Est-ce que nous pouvons savoir le quoi ou le bien fondé de cet ouvrage? Bon, c'est vrai que à l'heure actuelle, quand vous suivez une chaîne de télévision ou vous verrez que l'intérêt de l'entrepreneuriat n'est plus à démontrer dans notre pays. Et surtout que nous, au niveau de la direction des programmes scolaires et matériels didactiques, nous avons déjà réfléchi à cela depuis quasiment plus de 5 ans. C'était précisément en 2017. Donc ce cours ici, à l'heure actuelle, vient vraiment de point nommé parce que ça aidera pas mal de jeunes, pas mal de nos compatriotes à accéder à la compétence entrepreneuriale qui est si importante pour l'évolution de l'économie dans le pays. Parce que vous parlez de votre ouvrage, est-ce que vous avez trouvé une nécessité pour que votre ouvrage, dans l'avenir, puisse devenir un outil de formation pour les élèves? Bon, d'ailleurs, je ne dirais vraiment pas à proprement parler, c'est mon ouvrage, parce que l'idée est née au sein de la direction des programmes scolaires et matériels didactiques. C'est quoi la diplomate? C'est la direction des programmes scolaires et matériels didactiques. Ok. C'est là où vous c'est là que je suis exact. C'est là que je suis chercheur. En octobre 2017, nous nous sommes posé la question dans une équipe de 25 chercheurs, disant que nous remarquons chaque année, on nous déverse sur le marché de l'emploi pas mal d'universitaires. Ils sont des demandeurs d'emploi, mais malheureusement, les entreprises ne se créent pas à ce même rythme-là. Au départ, l'idée était que ce cours soit introduit dans la section commerciale, mais après débat et délibération au niveau des chercheurs, nous avons jugé et estimé important que ce cours devienne plutôt une matière transversale et utile à toutes les sections. Utile à toutes les sections, précisément. Vous devez aussi savoir que nous avons pas seulement Kinshasa, nous avons 26 provinces. Est-ce que quand vous avez eu à écrire cet ouvrage, vous avez pensé aussi aux élèves qui sont au fin fond du pays? Est-ce que cet ouvrage est adapté à ces élèves-là? Exactement. Et d'ailleurs, au moment où nous parlons, nous sommes en pleine formation des formateurs. Nous avons été aidés par l'UNESCO pour que nous arrivions à former une centaine de formateurs. L'idée, c'est que l'ouvrage puisse atteindre tous nos enfants. Et d'ailleurs, avec le dynamisme de notre directeur actuel, M. Guillaume Korogo, il voudrait que notre réflexion commence dès l'école primaire. C'est un peu une façon d'emboîter les pas et suivre ce que les pays anglophones font déjà. La mise en pratique du contenu de cet ouvrage, est-ce que ça nous met justement au présent, ou soit le contenu de l'ouvrage nous projette également dans le futur? Bon, en fait, nous sommes en train d'aborder la situation
et au présent et à l'avenir. Parce que présentement, le cours d'entrepreneuriat est dispensé dans les sections techniques commerciales et agricoles. Mais l'objectif que nous poursuivons actuellement à la direction des programmes scolaires en matière didactique, nous nous sommes dit, il n'y a pas que ceux qui font la section commerciale ou la section agricole qui peuvent devenir les patrons. Il faut étendre cela à toutes les sections. Parce qu'un enfant qui fait, par exemple, la section littéraire, qui n'a pas la chance d'évoluer à l'université, il va devenir qui? Ainsi que nous sommes en train de réfléchir pour qu'un enfant, au sortir des humanités, ait un profil qui va le rendre utile déjà à la société. Il peut déjà monter un petit projet et devenir utile. Alors, en termes de contenu, qu'est-ce que votre ouvrage propose de concret pour ces élèves-là? Bon, l'ouvrage en soi est subdivisé en deux grandes parties d'abord. Il y a d'abord la partie où nous présentons les principes fondamentaux de l'entrepreneuriat. Et la partie où nous ajoutons, que nous avons appelé bonus, parce qu'on a estimé que la compétence entrepreneuriale pouvait aller de pair avec la compétence d'initiation au leadership. Parce que quelqu'un qui veut devenir entrepreneur, certes, il va être amené à utiliser les intelligences des autres pour les conduire à un objectif bien précis. Ça, c'est au départ la manière dont le livre est présenté. Mais il que dans sa première partie, où nous parlons des principes fondamentaux d'entrepreneuriat, nous l'avons également subdivisé en deux parties. La première qui parle des concepts de base de l'entrepreneuriat. Et la deuxième se focalise essentiellement sur l'élaboration d'un business plan. Et ce n'est qu'après ces principaux éléments d'entrepreneuriat qu'on peut aller dans les bonus qui parlent d'initiation au leadership. Alors, votre livre comporte combien de chapitres déjà? Bon, dans la première partie, c'est-à-dire là où nous traitons des éléments fondamentaux d'entrepreneuriat, il y a 6 chapitres. Et au niveau d'initiation au leadership, comme bonus, nous avons 4 chapitres. Ce qui fait au total 10 chapitres avec environ une centaine de pages, 108 pages, je crois. Vous êtes un formateur et vous avez écrit un livre sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, quand vous analysez, vous décryptez les sphères de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, comment vous pouvez faire votre lecture? Bon, selon ma lecture, je me dis, c'est vrai qu'il y a pas mal de projets qui tournent autour du sujet. Ça, c'est l'impression que j'ai. C'est comme si nous n'allons pas vite. Hein? Ça fait un bon bout de temps. Là, par exemple, vous voyez, ça fait 5 ans, plus de 5 ans depuis 2017 que nous sommes là. Donc, il faut chercher à revoir les programmes, parce que le livre là est ici d'abord de la combinaison du programme de la comptabilité au niveau de la section commerciale, leur programme, et puis on a pris aussi le programme de la section technique agricole. Mais nous devons beaucoup plus réfléchir sur comment étendre ce programme dans toutes les sections. C'est ce que nous sommes occupés déjà à faire, parce que je crois que Dieu voulant, bientôt, la première promotion des formateurs que nous sommes en train de mener à la direction des programmes scolaires en matière didactique va prendre fin. Nous rappelons à nos téléspectateurs que nous avons reçu pour vous aujourd'hui M. Rifin Mawassa Ndinga. Il est chercheur. Il vient nous parler autour de son ouvrage Cours de l'entrepreneuriat, manuel de l'enseignant. Monsieur Rifin, votre livre a comme cible que les élèves ou soit aussi les parents peuvent également utiliser cet ouvrage pour en bénéficier. Quand vous regardez sur la couverture de ce livre, vous verrez quelque part, c'est écrit, même toute personne qui voudrait développer des revenus passifs peut accéder à ce livre-là. Donc je dis bien toute personne qui veut développer des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus où lui, il crée un mécanisme, il peut ne pas être là, son mécanisme fonctionne et lui rapporte de l'argent. Donc ça ne se limite pas seulement qu'aux enseignants, ni aux élèves, mais également à toute personne qui désire aller loin pour créer ses revenus passifs. En termes de la valeur ajoutée, parce que nous avons aussi lu beaucoup
des ouvrages et beaucoup d'ouvrages qui parlent bien sûr sur l'entrepreneuriat. Votre ouvrage a quelle valeur ajoutée? Bon, l'avantage de notre livre ici, au niveau de la diplomate, j'aime bien parler de la diplomate, qui est la direction des programmes scolaires, c'est ma maison, la direction des programmes scolaires et matériel didactique. Nous avons opté deux approches pédagogiques. La première qui consiste à enseigner peu, mais bien. Et la deuxième approche, de recourir à la logique de la répétition et la mère des sciences. Donc c'est dans ces deux approches-là, combinées à l'approche par compétence, que nous avons élaboré ce livre-là. Donc, ceux qui ont déjà eu l'occasion de l'acquérir d'ailleurs dans notre direction, ils viennent tout le temps nous demander, et des fois on arrive à intervenir pour leur expliquer. Vraiment, c'est un très bon livre. Aux mamans là qui vendent peut-être qui vendent le makala, tout ça, est-ce que de manière pratique, qu'est-ce que ces mamans-là peuvent faire en termes de contenu de votre ouvrage, peuvent mettre en pratique et voir des résultats si elles veulent mettre en pratique le contenu de votre ouvrage? Bon, vous savez, dans les théories scientifiques, il y a certaines personnes, des fois, il n'est pas peut-être passé par les bancs de l'école, mais il applique certaines théories scientifiques sans qu'ils se rendent compte. Vous avez pris le cas des mamans, par exemple, qui vendent les braseros, ou pardon, les makala. Ces mamans-là, ils ont apporté une solution à un problème de la société. C'est-à-dire, dans la société, il y a de ceux-là qui préparent en utilisant les makala, n'est-ce pas? C'était un problème qui était posé. Et ces mamans-là ont apporté la solution, c'est-à-dire en allant, je ne sais pas moi, acheter les sacs dans un marché proche et ramener là où les gens en ont besoin. Donc, en fait, elles sont déjà en train de pratiquer les principes d'entrepreneuriat sans qu'elles se rendent compte. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Ben, si elle peut venir, parce que j'ai vu, par exemple, au niveau de l'Athénée de la Gombe, il y a une école là de récupération, hein, une école non formelle, hein, une structure non formelle. Ils ont reçu les livres comme manuel didactique supplémentaire afin que leurs professeurs continuent leurs recherches en enseignant ce cours-là. Mais quand je passe là pour avoir le feedback, il y a toujours un feedback intéressant. Donc voilà ce que je peux dire. Surtout pour nos élèves de la République démocratique du Congo, est-ce qu'il y a une liaison entre l'entrepreneuriat et l'éducation financière? Oui, et d'ailleurs j'ai assisté à un atelier que la Banque centrale du Congo avait organisé avec l'inspection de l'enseignement. La Banque centrale avait présenté une série de thèmes sur l'éducation financière, parce qu'en fait l'éducation financière c'est quoi? C'est une façon de permettre à toute la population d'accéder aux services bancaires. Il y a vraiment des fois des corrélations. Je vais prendre un exemple, parce que lorsque nous formons les formateurs chez nous pour enseigner notre manuel de référence de la diplomate, nous avons circonscrit 3 cycles de 4 ans chaque fois. Dans le premier cycle de 4 ans, la formation part de la première année primaire à la 4e année primaire, c'est-à-dire le cycle élémentaire et le cycle moyen. Et vous voyez que dans ce cycle-là, nous n'insistons que sur ce que c'est qu'un besoin personnel. Donc on essaie de faire comprendre à l'enfant c'est quoi un besoin personnel, c'est quoi un besoin communautaire, comment on peut les satisfaire de manière immédiate ou de manière différée. Si on veut satisfaire ces besoins de manière différée, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on n'a pas de l'argent nécessaire pour les satisfaire en ce moment-là, on peut par exemple recourir à ce que nous avons utilisé tous quand on était jeunes, la boîte en bois, qui est fabriquée par des menuisiers. L'enfant peut déjà à ce niveau-là, avec ce qu'on lui donne pour aller consommer à l'école, pour aller manger à l'école, il peut prendre une partie, il mange, une autre partie, il met dans cette caisse-là au début de l'année et peut-être à la fin de l'année pour qu'il ouvre et voir s'il peut satisfaire de manière différée son besoin. Mais toujours dans ce cycle-là de 4 ans, nous essayons d'imprégner déjà aux enfants l'idée que l'argent n'aime pas les bruits. Vous voyez, quand l'enfant a sa petite caisse-là,
Il ne faut pas qu'elle dise à tous ses frères et sœurs que voilà, je suis en train de mettre de l'argent de côté. Donc par là, on formate même l'esprit d'épargne à l'enfant et même la logique des clés de répartition. Est-ce que l'éducation financière n'envoie pas nos enfants que Maman Tindi, il y a le reste à Bombi parce qu'il y a l'éducation financière? Ça ne va pas à cet aspect-là. Donc là, je crois que vous touchez le problème de la personnalité même de l'enfant. Hein? Donc, l'éducation financière ne parle pas de ces choses-là. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est plus faciliter la population à accéder aux services bancaires. Moi, ce que j'ai compris, bon, la Banque centrale du Congo essaie de préparer à ce que la population arrive à accéder à ces éléments-là. Mais ce que vous venez de toucher, c'est vraiment autre chose. Même dans notre livre d'entrepreneuriat, nous avons aussi touché cet aspect des choses où la personne doit d'abord se comprendre lui-même, hein, avant de comprendre les autres. Parce que si on veut devenir entrepreneur, certes, vous devez arriver d'abord à vous connaître vous-même et à créer des relations avec les autres à travers lesquelles les relations d'affaires peuvent passer. Alors revenons maintenant à l'éducation financière. Vous parlez sur la liaison entre cette éducation et l'entrepreneuriat. Oui. Donc c'est ce que je vous ai dit. Partant seulement de cette notion de besoin et tout ça, même en éducation financière, nous l'avons vu. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, il y a un projet très avancé en cette matière où il y a même des manuels qui sont déjà fin prêts. Hein? Bon, ça dépendra seulement des décideurs de voir comment implémenter ces manuels-là que l'inspection, la diplomate et Aflatoon ont mis en place pour que cela devienne opérationnel dans nos écoles. Et pensez-vous qu'il y a vraiment une nécessité que ces cours puissent être insérés dans la formation des élèves? L'éducation financière, vous voulez dire? Absolument. Parce que quelqu'un qui devient entrepreneur aujourd'hui, ça veut dire que plus tard, il est censé gérer de l'argent. Dans l'éducation financière, on apprend aux enfants certaines stratégies, certaines attitudes à adopter face à l'argent. Donc c'est vraiment complémentaire. Chers téléspectateurs, vous nous suivez depuis Kinshasa. Nous sommes la RT Édic. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Rifin Mawesa Ndinga. Il est venu nous parler sur son ouvrage Cours de l'entrepreneuriat, manuel de l'enseignant. Monsieur Rifin Ndinga, est-ce que je trouvais une partie dans votre ouvrage qui parle de football? Quel est le lien entre l'entrepreneuriat et le football? Donc dans ce livre-là, en fait, c'est un TP qui est repris à la fin, je crois, des éléments fondamentaux d'entrepreneuriat. Nous avons voulu illustrer simplement comment on peut élaborer un business plan à partir d'un projet. Et le projet dont il est question dans ce livre, c'est le projet d'un football de table que nous appelons Footer, qui est aussi une de nos inventions. Pour lesquels il y a des droits d'auteur canadiens et des brevets d'invention du ministère de l'Industrie. On a simplement voulu illustrer, partant d'un projet, comment on peut élaborer un business plan qui est en fait la deuxième partie traitée dans la première grande partie du livre. C'est tout. Donc vous pouvez imaginer n'importe quel projet, vous vous inspirez de ces TP et ça vous aidera à élaborer votre business plan. Et pourquoi seulement le football? Bon, c'est vrai que c'est un projet comme tout autre. On est parti de l'idée que voilà, avec l'arrivée de l'Android, les gens deviennent de plus en plus individualistes. Vous pouvez entrer dans un milieu, vous voyez chacun dans son coin avec son téléphone. Il y a même des fois, j'ai suivi même un documentaire à la télé, des enfants qui étaient très accros à l'Android, à tout ce qui est les machines électroniques. Leurs parents venaient, ils enlevaient même des tableaux de certains endroits de la maison. Il y a même des étrangers qui venaient pour se mettre à côté d'eux et ils ne réalisaient pas ça. Mais avec cette invention de footer, qui est le football de table, on essaie un peu de remettre les gens dans la vie en société. C'est très important parce que cette technologie qui est en train d'exploser est en train quasiment de nous faire perdre ces valeurs-là de la vie en société. Donc c'est dans ce sens. En tout cas, jusque-là, les téléspectateurs qui nous suivent, oui. Je sais qu'il n'y a pas une compréhension assez bien profonde. Quand vous donnez un TP sur le football, vous faites une liaison directe avec l'entrepreneuriat. Non, en fait,
en fait, c'est quoi? Quand on a fini le programme du cours, pour illustrer les chapitres sur l'élaboration d'un plan d'affaires, ok? Le prof peut partir, par exemple, de cet exemple-là pour illustrer dans la salle de classe. Et ce n'est qu'après, on peut demander maintenant à chaque participant d'imaginer son propre projet et d'élaborer son propre plan d'affaires. Parce que le business plan, si vous ne l'élaborez pas avant de lancer votre activité, sincèrement, c'est comme si vous vaguez sans boussole. Donc c'est un peu ça. Il y a une partie de votre vote qui parle également sur le business plan. Quel est son bien fondé? Bon, le bien fondé d'un business plan, c'est de visualiser votre projet dans les détails, de manière virtuelle. Parce que lorsque vous passez toutes les étapes d'un business plan, ça va vous aider à comprendre quels seront peut-être les genres de difficultés que vous pouvez rencontrer si vous vous lancez. Et c'est une façon de vous préparer à faire face à ces éléments-là. Donc c'est un peu comme qui dirait un plan de conduite. Hein? Donc un plan de conduite. Donc le business plan, c'est hyper important pour toute personne qui aimerait se lancer dans une activité lucrative. Donc c'est un peu ça. Nous sommes maintenant dans le contenu de votre ouvrage. Je vis chapitre 1, introduction aux réflexes que doit posséder un entrepreneur. Le point 1.1, on parle de temps, la production, les revenus et la surface champêtre. Oui. Il s'agit de quoi? Bon, dans ce chapitre, exactement dans ce point-là, quand on veut devenir entrepreneur, c'est vrai qu'il y a certaines attitudes qu'il faut adopter. Vous entendrez souvent les gens dire que le temps, c'est de l'argent. Hein? Ou qu'en tant qu'entrepreneur, vous devez savoir créer vos revenus. Hein? Donc, nous sommes partis d'un exemple. La surface champêtre, c'est simplement une surface qu'on peut cultiver. En disant, par exemple, que si vous prenez un champ d'une certaine surface que vous découpez en 4 parties égales, la personne qui aura, par exemple, 1/4 du champ, sa production sera inférieure à la personne qui aura 3/4 du champ. Okay? Et forcément aussi, le temps de travail dépendra de la surface cultivable. Vous comprenez ça? Exact. Donc, partant de ces concepts-là, on veut simplement faire voir aux gens que pour que vous ayez un revenu important dans la vie, il faut travailler, mettre plus de temps dans le travail. OK. OK? Alors, celui qui mettra moins de temps dans le travail, il ne doit pas non plus s'attendre à gagner plus. Donc, c'est un peu le concept qu'on essaie de faire voir aux gens. Et quand vous allez plus loin là-dedans, vous verrez que quand les gens disent que le temps, c'est de l'argent, on est allé plus loin en disant, mais il faut faire attention. Il faut voir la manière dont vous utilisez votre temps pour que votre temps devienne de l'argent. Parce qu'il y a des gens qui utilisent leur temps dans la distraction. Et quand vous utilisez votre temps dans la distraction, vous risquez de repousser l'atteinte de vos objectifs, par exemple. Mais il y a d'autres encore, ils savent que le temps, c'est de l'argent. Tout acte qu'ils posent au quotidien, il vise à atteindre son objectif. Donc, tout dépend de la manière dont vous mettez ce temps-là à votre profit. Donc, c'est ainsi que vous verrez même, la première conclusion sera le premier capital pour un entrepreneur, c'est son temps. Okay. Donc, il y a toute une série de concepts que nous avons développés pour permettre aux gens d'être formatés avant d'entrer dans ce monde-là d'entrepreneuriat. Le chapitre 3, c'est une question. La question parle que faire pour gagner beaucoup d'argent et quel type d'entrepreneur êtes-vous? Ah, oui. Je profite de poser directement cette question. Exact. Dans ce chapitre-là, on s'était inspiré d'une idée d'un auteur britannique où on avait posé la question justement aux gens, que faire pour gagner beaucoup d'argent? Et parmi les réponses qui étaient données, il y en avait 3. Il y a d'autres qui ont dit non, il faut gagner aux loteries. D'autres ont dit non, il faut être héritier. Quand on est héritier, on peut aussi avoir beaucoup d'argent. Et la troisième réponse qui était venue, c'est d'être entrepreneur. Mais quand vous analysez les réponses données par ces personnes-là, vous remarquerez que le seul point où la personne a la maîtrise réellement de comment gagner beaucoup d'argent, c'est être entrepreneur. Parce que gagner au loto, c'est l'entreprise de loterie qui contrôle les tickets gagnants. Vous comprenez?
ou alors s'attendre à un héritage. Le propriétaire de l'héritage, en tout cas, il est là, il garde jalousement son héritage. Mais par contre, être entrepreneur, ça veut dire que vous êtes vous-même là, vous devez réfléchir, apporter des solutions aux problèmes que la communauté rencontre. Certainement, ça va vous demander beaucoup d'efforts, etc. Donc voilà, on retient pour gagner beaucoup d'argent, il faut passer par être entrepreneur d'abord. Parce que ne pensez pas qu'en allant tout le matin au service, travailler pour les autres, qu'on peut gagner de l'argent. Non, 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 non. Parce que certainement, l'employeur qui vous utilise va vous contrôler pour que vous n'arrivez pas à devenir très riche. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, dans la question, quel type d'entrepreneur êtes-vous? Nous nous sommes inspirés d'un acronyme qui est en anglais le verbe smile. Hein, smile qui veut dire sourire. En fait, smile là, il essaie de décortiquer en disant que la lettre S, parce que c'est en anglais, c'est le système entrepreneur. C'est-à-dire, tu veux devenir un entrepreneur, tu dois être une personne organisée. Quelqu'un qui respecte les principes, les procédures, système entrepreneur. Et le M, il y a aussi des entrepreneurs qu'on appelle les money entrepreneurs. C'est comme ça que vous entendez certaines personnes dire que non, j'ai atteint $1 million dans mon compte en banque. Money entrepreneur. C'est-à-dire, il m'arrive de fois, quand j'enseigne cette partie-là, je donne un exercice aux gens, je dis, OK, si vous avez un billet, par exemple, de $5 avec vous, communiquez-moi le numéro de ce dollar-là, OK, mais vous allez consommer ce $5-là après 2 semaines, par exemple. On va se revoir 2 semaines après, je vous demande de me montrer ce billet-là. Une façon d'exercer la personne à savoir garder de l'argent avec lui, parce que l'argent, savoir le garder, c'est très important, comme on dit dans l'entreprise, que l'argent dans l'entreprise, c'est un peu comme le sang dans les corps humains. Donc, vous voulez devenir entrepreneur, vous devez avoir la maîtrise de la garde de l'argent. Ça, c'est la lettre M. Et le I, c'est innovative entrepreneur. Il y a des entrepreneurs qui sont innovants, qui réfléchissent aux nouvelles choses. Il y a eu un moment dans le monde, par exemple, pour écrire une lettre en Europe, on était obligé d'acheter un papier que nous appelons papier pelure, on écrit, on met dans l'enveloppe, on va à la poste, on achète les timbres, on envoie. Mais il y a eu quelqu'un, il a vu, ah tiens, les gens ont un besoin de communiquer entre eux. Et il a créé le World Wide Web pour avoir l'Internet aujourd'hui, et là derrière des services, des mails, ainsi de suite. En tout cas, c'est bien compris, Monsieur Riffin, parce que nous sommes arrivés à la fin. Oui. La dernière question, quelles sont vos perspectives d'avenir en termes d'écriture ou là où vous voulez que votre ouvrage puisse aller? En tout cas, en termes de perspectives d'avenir, mon souci est que ce livre atteigne tous les coins du pays, parce que j'estime que ces compétences-là sont nécessaires pour l'avenir des générations futures, ceux qui viennent après nous. Parce qu'une génération présente doit toujours travailler pour améliorer la génération de ceux qui viennent après eux. Voilà ce que je peux dire. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de votre magazine Entretien. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec le même plaisir pour un nouveau numéro.